Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Pacifique Sud. Le 7 octobre 1964. 4 heures. La question est, faut-il matérialiser un fantasme, un rêve ou ne vaut-il pas mieux le laisser dans l'abstraction, dans le flou et l'imprécision? Je n'ai pas trouvé Tahiti, à la hauteur de mes rêves. Dois-je alors rendre visite à Pitcairn, l'île où se sont réfugiés les révoltés du Bounty qui hantent l'imaginaire de tous les navigateurs? J'hésite tout en sachant que je ne vais pas résister au plaisir de suivre le sillage de cette légende. Nous sommes 5 à bord, Yves le Parisien, René le Breton, Santiago le Pascuan, Puck le chien et moi, propriétaire et maître après Dieu. La Railleuse est un ketch de 43 tonneaux construit au Sable d'Olonne en 1950. Un bon bateau de travail qui a fait ses preuves. Le dernier point d'hier midi donne 20 degrés de latitude sud et 129 degrés de longitude ouest. La mer est belle. Venant de Papette, bâbord à mur, notre voilier taille gentiment sa route vers l'île de Pâques où nous attend un explorateur conférencier, déposé quelques mois plus tôt. Il est venu pour révéler que les mystères n'en sont plus, depuis qu'il sait que les extraterrestres sont à l'origine des statues géantes. Des forces magnétiques autant que gravitationnelles ont pris les moai, nom polynésien des statues, par la main et les ont déposées à leur place actuelle. Il fallait y penser. Notre voilier a appareillé 1 an et demi plus tôt d'Antibes pour Rapa Nui, nom polynésien de l'île de Pâques. Nous avons fait escale aux Canaries, aux îles du Cap-Vert, et après la traversée de l'Atlantique, aux îles du Salut et en Guyane, à Trinidad, à la Guadeloupe. À Curaçao nous avons traversé Panama et son canal, et jeté l'ancre à l'île Coco où nous n'avons pas trouvé le trésor caché selon la légende par des pirates farceurs, puis les Galapagos et enfin l'île de Pâques. Des mouillages forains peu sûrs et l'hiver austral menaçant, nous ont fait chercher un abri à Tahiti pour revenir avec le beau temps. Tahiti-île de Pâques, la route est longue et les îles Gambier sont une escale sympathique. Nous y avons embarqué 300 noix de coco germées, pour les planter sur l'île de Pâques. Pour le moment, un seul cocotier s'obstine à pousser sur son sol rocheux et il ne donne pas de fruits. Les anciens de l'île m'ont demandé de leur ramener de quoi faire un nouvel essai d'acclimatation. L'idée qu'on dise un jour peut-être que c'est la Railleuse et son équipage qui ont introduit les cocotiers sur l'île de Pâques, n'est pas pour me déplaire. HMS His Majesty Ship, Bounty en 1787 a eu une mission similaire, ramener des plants d'arbres à pain de Tahiti pour les acclimater aux Antilles. Les colons anglais qui avaient des intérêts dans ces îles cherchaient à l'époque une nourriture abondante et bon marché pour leurs esclaves. Avec l'accord du roi George III, un bateau est acheté et équipé spécialement au chantier naval de Deptford. Il devient HMS Bounty et sous les ordres du capitaine Bleak sera dépêché en 1787 dans le Pacifique, qui commence à être connu des navigateurs, afin de ramener ce miracle végétal. En plus de l'équipage proprement dit, un botaniste et un jardinier sont attachés à la surveillance des précieux plants. Bleak connaît le Pacifique et a navigué sous les ordres de Cook. L'aventure s'est mal terminée. Bleak est un excellent marin, mais un imbécile arrogant, qui a autant de psychologie qu'un plomb de sonde, paranoïaque affublé d'un énorme complexe de supériorité, totalement inapte à la vie en communauté. D'après les témoins, il est vaniteux, coléreux, insultant, méprisant et ne semble pas avoir besoin d'amitié. Bien que doué, il se rendra tellement antipathique lors de son voyage sous les ordres de Cook, que ses travaux cartographiques ne seront pas mentionnés dans les comptes rendus officiels du voyage. Sur le Bounty, il réussira à se mettre à dos tout son équipage par des restrictions, des punitions, des décisions arbitraires qui le mèneront tout droit à la catastrophe. D'ailleurs, la mutinerie du Bounty ne sera pas la seule de sa carrière. Qui sont les mutins? Fletcher Christian, 24 ans, originaire d'une excellente famille de l'île de Man, doit être un brave gars poussé à bout par Bleak, mais lui non plus n'est pas à sa place et il est très vite dépassé par les événements qu'il a déclenchés. Bleak, de souche beaucoup plus modeste, doit prendre un malin plaisir à l'humilier. Lors du procès, il le décrira comme un homme solide, de teint brun, mais sujet à transpiration subite et abondante. Il salissait tout ce qu'il touchait avec ses mains moites. Les châtiments corporels sont tout à fait courants sur les navires de Sa Majesté, et Bleak n'est pas désigné comme un monstre par ses pairs quand il fait fouetter un homme.
Un commandant avait en temps de guerre droit de vie et de mort sur son équipage. Il faut lire les terribles Naval Articles of War, dont l'article 19 précise « Toute personne dans ou appartenant à la marine qui aura fait ou essayé de faire une mutinerie, sous quelque prétexte que ce soit, toute personne qui s'en sera rendue coupable et aura été convaincue par un jugement de conseil de guerre sera punie de mort. » Pitcairn, carte de l'époque. On verra comment la perversité et la mesquinerie de Bligh poussèrent ces marins à prendre un tel risque. J'assure le quart qui voit se lever le soleil. Pitcairn est là, dans la brume, telle qu'elle dut apparaître aux yeux de Christian et de ses compagnons de siècles plus tôt. Quand René vient me remplacer, je ne vais pas me coucher, mais après un bon café, je cherche dans la bibliothèque du bord tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet depuis que je raie de mer lointaine. Pendant ce temps, Puck le chien n'en peut plus de tendre sa truffe vers cette terre inespérée qu'il a lui aussi repérée. Depuis un moment déjà, comme à son habitude quand il sent une escale proche, il se retient de toutes ses forces pour arroser comme il se doit les arbres du coin et marquer ainsi son nouveau territoire. Je me souviens d'une arrivée dans le port d'Alicante où, n'en pouvant plus, il avait vidé sa vessie sur les bottes d'un garde civil médusé. Cela nous avait coûté une bouteille de whisky pour laver l'affront et éviter d'être fusillé sur place par le type fou de rage. Pour l'instant, Puck fait la navette en aboyant entre le barreur et le trou de l'écubier, juste à hauteur de ses petites pattes. Il est parcouru de frissons d'impatience en guettant les premières senteurs venant de terre. Pitcairn. Ce rocher perdu a été découvert par l'anglais Carteret en 1767. Mais, à cause d'une erreur de 2 degrés en longitude, Pitcairn est mal positionné sur les cartes de l'époque. Ce détail permettra au mutin de rester introuvable pendant presque 20 ans. Carteret décrit ainsi l'île dans son voyage autour du monde. Nous continuâmes notre route vers l'ouest jusqu'au jeudi 2 juillet, où nous découvrîmes une terre dans le nord à nous. Le lendemain, en approchant, elle apparut comme un gros rocher émergeant de la mer. Elle n'avait pas plus de 5 milles de circonférence et paraissait inhabitée. Elle était cependant couverte d'arbres, et nous vîmes un petit ruisseau d'eau vive descendant une de ses pentes. J'aurais voulu atterrir, mais le ressac que la saison faisait briser avec violence rendait la chose impossible. Je fis sonder sur la côte ouest à un peu moins d'1 mille, 1852 mètres du rivage, par 20 brasses d'eau, fond de sable et de corail. Il est probable que par beau temps, le débarquement est praticable et même facile. Nous vîmes grande quantité d'oiseaux de mer voltigeant au-dessus de l'île à 1 mille de la côte, et la mer y semblait poissonneuse. L'île est située par 20° sud et 133° ouest. Elle est si haute que nous la vîmes à plus de 15 lieues. Comme elle avait été découverte par un jeune homme, le fils du major Pitcairn du corps des marines, nous l'appelâmes l'île Pitcairn. Dans le voisinage de l'île, le temps fut très orageux avec une longue houle de sud-ouest d'une largeur et d'une hauteur que je n'avais jamais vue auparavant. Les vents étaient variables mais ils soufflaient surtout du sud-ouest. Nous eûmes rarement des coups de vent d'est, ce qui nous empêcha de conserver une haute latitude sud et dérivâmes constamment vers le nord. Carteret, Philippe, navigateur et capitaine anglais du XVIIIe siècle, mort à Southampton en 1796, a contribué par ses expéditions et ses découvertes à la connaissance des régions équatoriales de l'océan Pacifique et sa relation de voyage fut jointe à celle du premier voyage de Cook. Petit Robert, Forster, Johann Reinhold, naturaliste et voyageur allemand 1729 à 1798. Avant d'être nommé directeur du jardin botanique de Halle, il avait fait une expédition scientifique en Russie et participé comme naturaliste au second voyage de Cook, avec son fils Jean-Georges Adam Forster, 1754 à 1794. Celui-ci, naturaliste également, publia entre autres le récit d'un voyage autour du monde sur le vaisseau de Sa Majesté sous le commandement de Cook, 1777. Petit Robert. Morrison, adjoint du maître d'équipage du Bounty, rapportera de son voyage un journal très précieux pour ses observations. Il s'intéresse à tout et détaille avec précision tous les aspects du voyage, et ses notes sur Tahiti sont une mine de renseignements. J'ai à bord le livre L'affaire du Bounty de Marcel Thomas, le club du meilleur livre 1958. Les mutins du Bounty de Sir John Barrow édité la première fois en 1831 sous le titre The Mutiny and Piratage Seizure of HMS Bounty.
Cet ouvrage est directement issu des carnets de bord et des minutes du tribunal de la Royal Navy, qui jugea Bligh et ses hommes. Il y a bien sûr la relation du capitaine W. Bligh éditée après le procès, édifiante de mauvaise foi et d'hypocrisie. Sur la vie en Polynésie à cette époque, il faut lire aussi les différents récits faits par M. de Bougainville, le capitaine Wallis, le capitaine Cook et les scientifiques qui l'accompagnaient, en particulier les Forster père et fils. Ce dernier, dessinateur de talent et chroniqueur plein d'humour, complète avec bonheur le récit un peu guindé de Cook. William Anderson, médecin à bord du Resolution, navire de Cook, tient lui aussi un journal qui sera retrouvé dans sa cabine après sa mort pendant le voyage de retour. Trouvé aussi avant d'appareiller sur l'étal d'un bouquiniste, une intéressante histoire des mutins de la Bounty et de l'île de Pitcairn, 1789 à 1930, du capitaine Charles Vidil, Payot, 1932, qui vient compléter la bibliothèque du bord. Mais avant tout, dit-on-le ou la Bounty ? J'ai trouvé les deux. En anglais, les navires sont féminins, mais il semblerait que les navires de guerre soient masculins. En français, la distinction entre le masculin et le féminin est plus nette, mais là aussi les réponses varient. J'opte finalement pour le masculin. Forster, Johann Reinhold, naturaliste et voyageur allemand 1729 à 1798. Avant d'être nommé directeur du jardin botanique de Halle, il avait fait une expédition scientifique en Russie et participé comme naturaliste au second voyage de Cook, avec son fils Jean-Georges Adam Forster, 1754 à 1794. Celui-ci, naturaliste également, publia entre autres le récit d'un voyage autour du monde sur le vaisseau de Sa Majesté sous le commandement de Cook, 1777. Petit Robert. J'ai beaucoup lu sur le sujet. J'ai bien sûr vu le film avec Charles Laughton et Clark Gable, assez fidèle dans sa reconstitution historique. J'ai rêvé sur les plans du Bounty, que j'avais un jour reproduit sur tout un mur de la chambre à coucher d'une amie. J'ai vécu comme si j'y étais la navigation de Bligh sur sa chaloupe avec ses fidèles, et maintenant que Pitcairn est à un jet de biscuits, il faudrait que tous les dieux de la mer se liguent pour m'empêcher d'y aller voir. Le dernier film sur le sujet a été réalisé, il y a peu, à Tahiti dans une débauche de superlatifs, de moyens et de gaspillage. Quand nous y sommes arrivés, tout le monde en parlait, tout le monde y avait participé, avait fait de la figuration ou tenu un petit rôle. Hélas, le rôle de Christian y est tenu par l'inénarrable, l'impayable, Marlon Brando qui incarne un chef de mutin peu crédible complètement ridicule de mégalomanie et de cabotinage outrancier. Assurément sa plus mauvaise prestation. J'aurais eu un second pareil, il passait par-dessus bord. D'ailleurs, il n'aurait même pas mis le pied sur la passerelle. Une seule chose à retenir du film, la reconstitution du navire, un tiers plus grand que l'original pour laisser plus de place aux caméras, superbe. Je lui souhaite de naviguer longtemps. Souvenir de tournage. Longtemps après, je rencontrerai dans mon petit village de Haute-Provence, la maquilleuse française de Marlon Brando pendant le tournage du film à Tahiti. La MGM avait dû engager un certain pourcentage de techniciens français, et voilà comment Micheline Chaperon s'était retrouvée maquilleuse posticheuse sur le Bounty. C'était elle qui avait la mission de faire renaître chaque jour l'image de Fletcher Christian pour le film. Coller la fameuse petite couette sur la nuque de la star lui a laissé des souvenirs mitigés. Sujet. L'île des mutins. Yves s'active dans la cuisine, prépare un solide petit déjeuner dans une bonne odeur de friture. Le pain même très moisi, c'est-à-dire avec des reflets violacés et jaunes et des filets verts, est délicieux quand on le frit. Il a presque un goût de roquefort et pour peu que vous cassiez quelques œufs dessus, cela fait une excellente omelette au crouton, je vous assure, essayez un jour. Personne ne dort plus à bord. Comment dormir quand on a une légende à portée de main ? René prend des photos. Santiago, le Pascuan que nous avons emmené avec nous et dont c'est le premier voyage hors de son île natale, est aussi ému que nous. J'essaie de lui raconter le Bounty, les arbres à pain, la mutinerie. Mais mon espagnol approximatif laisse pas mal de blanc dans l'histoire. 2 heures, on avance prudemment. Les vagues battent les rochers. Les odeurs d'algues et de pierres chauffées se mêlent à celles du bol de café noir que j'ai posé près de la barre. Aucun signe de vie, aucune maison visible. Puck tourne sur lui-même,
jappe d'excitation et manque de passer à l'eau quand la chaîne d'encre file dans l'écubier. On mouille dans une petite crique où ça roule pas mal. Un canot à moteur hors-bord passe une pointe rocheuse et vient vers nous. À bord 2 hommes timides, souriants. Nous nous présentons. L'un d'eux s'appelle Charles Christian, c'est un descendant de Fletcher Christian, le chef des mutins. Bien bâti, il a une expression ouverte, souriante et mais spontanément sympathique. Son compagnon a un petit côté belette, et se tient un peu en retrait. Nous descendons dans le carré. J'essaie de voir à travers lui ce qu'a pu être son ancêtre. C'est difficile de rechercher une ressemblance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. En tout cas, il ne ressemble ni à Clark Gable ni à Marlon Brando. Les balancements et les craquements de la railleuse au mouillage, les bruits de la chaîne d'encre qui rague dans l'écubier, le léger roulis se prête bien à ce raccourci temporel. Il est midi. Des descendants de mutins, ça doit avoir une sacrée descente. Un punch ? Il lève la main, non merci, pas d'alcool, ils n'en boivent jamais. Une cigarette ? Non, ils ne fument pas non plus. Un café peut-être ? Ils n'en boivent pas. C'est paraît-il une règle stricte. Ils nous expliquent que le priest ne veut pas. Avec un clin d'œil complice, nous leur disons que ça restera entre nous. Ils nous regardent sans comprendre. J'essaie toujours de retrouver Fletcher à travers Charles, mais non. Les mutins ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est une évidence. Just a cup of tea please. Je fonce dans la cuisine tenter de retrouver la boîte qui a un jour contenu du thé, ça c'est sûr, mais qu'il en reste dedans, c'est moins sûr. En attendant que l'eau bouille, ils nous expliquent qu'ils vont nous guider vers le bon mouillage de l'autre côté de l'île, à Bounty Bay. Bounty Bay. Bounty Bay, ça sonne bien. Je suis en porte-à-faux entre 2 époques, le XVIIIe siècle et le XXe. Un bonhomme nommé Christian attend sa tasse de thé dans le carré, et nous sommes à Pitcairn. Nous mettons nos pas dans les pas des mutins. Je suis un peu inquiet, mais nos 3 visiteurs boivent leur thé sans broncher, très british. Dans le fond, il n'est peut-être pas aussi mauvais que je le craignais. Un moment après, nous levons l'ancre et l'île est contournée par le sud. Le gros diesel Berlier qui ronronne est presque le seul anachronisme à bord. Les lumières sont au pétrole, le treuil, les voiles se manœuvrent à la main, pas de radio. Le lock est mécanique et la sonde ne doit sa précision qu'au gars qui s'en sert. Si tout de même, une autre concession au modernisme, le gaz de la cuisine. On ne cuit pas au charbon. Évidemment, nous avons attaqué ferme sur l'histoire du Bounty, mais nos hôtes semblent un peu gênés. Ils nous répondent comme à des enfants trop curieux, avec une patience souriante et bien élevée, un peu confus que l'on ramène sur le tapis cette vieille histoire que tout le monde devrait avoir oubliée, qu'on les réduise à l'unique statut de descendant de hors-la-loi. Pourtant moi, ça me plairait bien. Je ne suis que le petit-fils d'un missionnaire protestant défroqué, et je porte haut la bannière de cet ancêtre rebelle. Bounty Bay est largement ouverte sur le large, nous jetons l'ancre par une quinzaine de mètres de fond. Une petite plage de galets, un plan incliné avec des rails pour tirer une baleinière au sec avec un peu plus haut un petit hangar à bateau indique le point d'accostage. Nous sommes exactement là où le Bounty s'est élancé pour son dernier échouage. Les hommes confirment, le navire a été jeté à la côte devant la plage en galets. Charles Christian me propose d'aller plus tard plonger sur le site. Le voilier a été brûlé jusqu'à la ligne de flottaison, les œuvres vives, c'est-à-dire tout ce qui est sous l'eau, ont été préservées, mais 2 siècles de vagues brisant par-dessus ont fini de le détruire. Notre nouvel ami nous explique que l'on trouve encore parfois quelques objets métalliques, des clous par exemple. Un clou du Bounty serait pour moi le plus précieux des trésors. Pour l'instant, nous nous préparons à aller à terre pour remplir auprès du constable policier les formalités d'arrivée. Même sur une des îles les plus perdues du monde, il y a un constable ou faisant office qui vous attend avec son carnet à souche. Ça s'appelle la civilisation. Notre canot est mis à l'eau et le Seagull part au quart de tour. Charles est avec nous pour nous guider, mais aujourd'hui, les rouleaux font patte de velours et nous prenons pied sans problème. À terre, le premier qui nous accueille est le fameux constable, et là ça se complique. Nous devons payer une taxe, je n'ai que des francs pacifiques et le pauvre homme n'a pas l'équivalence exacte entre la livre et le franc pacifique. La taxe est calculée en monnaies anglaises. Bien que la somme soit infime, l'angoisse chez lui est palpable. Je lui explique qu'on ne va pas se laisser pourrir la vie par une stupide question de taxe un jour comme aujourd'hui. Il y a 2 solutions,
ou bien on arrondit en gros avec une marge de sécurité, soyons grands seigneurs, ou bien il passe sous silence notre passage et ni vu ni connu. Mes deux propositions semblent l'horrifier. On n'en sortira pas. En attendant, nous remontons par un petit chemin de terre vers la capitale, Adamstown, du nom du dernier survivant des marins du Bounty, devenu sur le tard un patriarche respecté et guide religieux. Charles Christian, qui semble être celui qui accepte et peut-être comprend le mieux notre curiosité, s'est institué notre guide. Il nous présente quand nous passons devant une maison. Nous serrons des mains. Il n'y a plus sur l'île que 2 familles portant des noms des marins du Bounty, les Christian et les Young. Les autres sont venus plus tard ou ont émigré comme les McCoy qui vivent à Norfolk. Actuellement, nous dit-on, une 40aine de personnes vivent ici. Les jeunes partent en Nouvelle-Zélande faire des études, mais peu d'entre eux reviennent. Yves Guillonnet, celui d'entre nous qui parle le mieux l'anglais, est chargé de traduire nos conversations quand le sujet s'éloigne des mots de base. Puck est accueilli par tout le monde avec des cris attendris. C'est un cairn couleur fauve. Il est de la même race que les chiens de la reine d'Angleterre, ce qui pour nous et pour lui semble le meilleur des passeports. Chaque fois que nous nous arrêtons devant une maison, il est gavé de friandises et au bout du village il a du mal à se traîner. Les maisons sont vaguement coloniales et sans caractère avec des vérandas en tôles ondulées, sous lesquelles pend souvent un régime de bananes. Le charme des phares maisons tahitiens est bien loin. Quand nous expliquons que nous arrivons de Tahiti, les femmes font une moue réprobatrice. Tahiti, m'explique une grosse molasse sur un ton plus british qu'U' à Buckingham Palace, c'est le pays du péché, de la luxure, de la fornication, de la déchéance, on y danse tout nu sur la plage, paraît-il. Si encore elle avait raison, mais non, Tahiti n'est pas l'enfer de luxure que l'on imagine et Papette n'est qu'une petite préfecture qui s'ennuie au soleil. Je ne suis pas un inconditionnel de Tahiti, mais ce que dit cette femme m'étonne. Je la regarde, une robe sans forme, des seins sans forme qui tombent sur un ventre mou. Elle a la grâce et le sex-appeal d'un lutteur de sumo japonais. 30 à 35 ans à tout casser, le cheveu gras, des poils sous les bras, un soupçon de moustache, une moue maussade, des doigts comme des saucisses, elle se tient sur le pas de sa porte, les jambes écartées. Physiquement c'est une Tahitienne comme on en voit souvent sur le marché de Papette, mais elle parle comme une lady. En tout cas, elle essaie. Je n'aurais jamais remarqué tout ça sans sa réflexion stupide. Je lui demande, vous connaissez Tahiti ? Elle hausse les épaules, absolutely not, mais elle sait c'est le priest. Qui le leur a dit à l'office. Toujours le priest. Un peu sournois, je lui demande. Mais chère madame, n'êtes-vous pas vous-même à demi tahitienne, les gars du Bounty avaient des femmes de là-bas, n'est-il pas ? Elle me jette un sale regard, et fait demi-tour pour rentrer en traînant les pieds dans l'ombre de sa maison. Je me suis fait une amie. D'ailleurs, à la réflexion je ne me souviens pas avoir rencontré un habitant de Pitcairn portant le prénom tahitien. Ça aussi c'est gommé. Bien sûr, aucune fille ne porte une fleur dans les cheveux, cela dénoterait une légèreté coupable insupportable à ces bien-pensants. En arrivant sur Pitcairn, les mutins du Bounty se sont empressés de débaptiser les femmes qu'ils avaient enlevées de leur nom tahitien si mélodieux pour les affubler de patronymes anglais. Mimissy, la femme de Fletcher Christian, devient Isabella. Faotu, la femme de John Williams, devient Fasto. Tayo, la femme de William McCoy, devient Mary. Tiutonoa, la femme des Isaac Martin, devient Jenny. Teraora, le femme des Edward Young, devient Susanna. Tevarua, le femme de Matthew Quintal, devient Sarah. Vainitoa, le femme de John Mills, devient Prudent. Seules les femmes de John Adams et de William Brown gardent leur nom tahitien, Obuare et Titwaitea. Mais les femmes de Pitcairn ne sont pas toutes grosses et peu avenantes. Je découvre dans l'ombre d'une véranda une merveille, les cheveux châtains, la peau mate avec des yeux bleu-gris délavés, des yeux de marin des mers du Nord, plus habitués aux brumes qu'au soleil des tropiques avec ses sourcils de ton plus foncé que les cheveux. Elle est mince, pas très grande, une démarche de gazelle. Elle marche pieds nus, ses mollets sont bronzés et nerveux comme ceux d'une danseuse de tango argentin, une grande bouche qui sourit souvent avec des petites fossettes au coin des lèvres. Elle regarde droit dans les yeux. Mais le regard semble un peu moins gai que le sourire. Elle porte bien sûr un nom de mutin, mais on l'appelle Pat. Pour le moment,
Elle se balance nonchalamment sur un vieux rocking chair, une jambe repliée sous elle. Elle a un petit côté pervers de la route au tabac de Caldwell, qui déroute dans ce contexte bien pensant. Tombant sous le charme, je perds les 3 mots d'anglais qui me permettraient d'engager une conversation. Elle ne porte pas de fleurs à l'oreille. À Tahiti, c'est pourtant bien pratique, à gauche cœur pris, à droite cœur à prendre. J'essaie de la convaincre de nous accompagner dans la découverte de l'île, mais elle secoue la tête avec un gentil sourire, ce n'est pas semble-t-il compatible avec la morale. Nous arrivons sur la place du village. En face de nous, sur un socle, trône l'ancre du Bounty. Notre ami Pascuan Santiago Pacarati prend la pose. Nous arrivons sur la place du village. Face à nous, sur un socle, trône l'ancre du Bounty. Elle est là depuis que des plongeurs de passage l'ont remontée. Des Américains du National Geography Magazine, je crois. Les maisons basses qui entourent Adamstown Square sont en bois, peintes en blanc bien propre. Tout le bois est importé, les arbres de Pitcairn, trop sollicités, n'ont pas encore eu le temps de repousser. Un trottoir abrité d'une véranda fait le tour de la place. 1 mètre du bas des murs est peint en gris artillerie. Ça a un petit côté casernement de l'armée américaine, très coquet. Des portes avec des plaques elles aussi en bois indiquent Pitcairn Islands General Post Office, Secretary Office, etc. Il y a aussi la salle des fêtes et l'église des saints du 7e jour. Toutes les portes sont fermées. Charles nous explique que derrière l'une d'elles, il y a tout ce qui provient du Bounty, entre autres la Bible du bord, une enclume, une hache et une marmite de cuivre qui aurait servi à McCoy pour distiller de l'alcool. Mais tout ça manque de précision et tant que durera notre séjour, nous ne trouverons jamais celui qui est susceptible de nous ouvrir cette satanée porte. À part l'ancre qui trône sur la place, nous ne verrons rien du navire du Captain Bligh avant d'aller plonger sur l'épave. Pourtant les gens sont plutôt aimables et accueillants, mais très coincés dès qu'on aborde le sujet qui nous passionne, les sourires se font plus vagues et l'on passe à autre chose. On nous offre le thé. Je n'aurais jamais bu autant de thé additionné de lait condensé sucré, ce qui le rend particulièrement écœurant. On nous suggère aussi que certaines fréquentations sur l'île sont meilleures que d'autres. Je ne suis pas sûre de bien comprendre et je me fais confirmer par Yves. Oui, c'est bien ça. Veulent-ils parler de Charles Christian, qui depuis que nous sommes là se dépense sans compter pour nous faire tout voir? Comme au temps du Bounty, l'équipage de la railleuse profite de l'escale pour réparer les voiles. Le lendemain, Charles nous emmène faire le tour de l'île qui n'est pas grande, 5 km² avec un sommet qui culmine à 347 mètres. Les sentiers sont très étroits. Tout se fait à pied. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.